C'est encore une joie pour moi, chers amis, de vous retrouver encore une fois très nombreux devant ce 5e numéro de Face à la presse. Comme annoncé depuis le début de cette émission-ci, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le directeur de la communication du président de la République de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, M. Éric Nindou. Mais il est avec nous sur ce plateau, non pas en tant que directeur de la communication du chef de l'État, mais en tant que porte-parole de la campagne du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, à sa propre réélection. Et j'ai le plaisir et l'honneur, je ne suis pas seul sur ce plateau, à le recevoir avec mon confrère, M. Désiré Katompa. Bonjour, M. Désiré. Bonjour, Francis. Avec M. Désiré, nous allons poser toutes les questions d'actualité à M. Éric Nindou qui est avec nous ici, parce que non seulement il joue le rôle du porte-parole de la campagne, on va parler beaucoup de ça, mais surtout en tant que directeur de la communication par rapport au bilan des 5 ans du président de la République, parce qu'il nous redemande à nous autres de le revoter pour 5 ans à venir. Il faut qu'il nous prouve, de par ses propos, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, mérite de revenir pour la 2e fois. Monsieur Nindou, bonjour. Bonjour Francis, bonjour Désiré, bonjour aux téléspectateurs donc de Face à la presse. Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici à Bruxelles, dans la capitale de l'Europe, un lieu où il y a une grande diaspora justement congolaise. Et il y en est ici donc au Presse Club de Bruxelles pour pouvoir justement échanger avec la presse de la diaspora congolaise et aussi essayer d'éclairer nos compatriotes qui sont ici sur à la fois le bilan du premier mandat du chef de l'État et aussi ses engagements pour justement un second mandat, ce qu'il demande de renouveler sa confiance aux Congolais. Merci beaucoup. Merci à vous de jouer le jeu de questions-réponses. Je pense que mon confrère Désiré et moi, nous ne serons pas forcément tendres avec vous, parce que la population de la diaspora, ainsi que ceux de Kinshasa, vont regarder cette émission à travers les réseaux sociaux. Nous allons vous poser toutes les questions qui dérangent. Donc, d'avance, je ne m'excuse pas, parce que je m'excuse rarement, mais d'avance, je vous dis qu'on ne sera pas totalement gentil. Absolument. La première question sera posée par mon confrère Désiré Katompa. Voilà. Bonjour Eric. Bonjour Désiré. Voilà, donc c'est avec plaisir que je suis aujourd'hui ici. Nous parlons au nom de la diaspora. Nous sommes de la presse de la diaspora. On s'est battu pour l'arrivée de Félix, qui gagne pour provoquer le président. Quand il est devenu président en 2018, c'était une joie pour beaucoup et beaucoup d'espoir pour la diaspora. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan du président vis-à-vis de la diaspora, de sa politique par rapport à la diaspora? Alors, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, on pourrait prendre 2-3 heures pour expliquer tout le bilan du chef de l'État. Alors, vous avez posé la question en demandant précisément pour la diaspora. Exactement. Alors, qu'est-ce que le président a fait? Je veux dire, parmi tout ce qu'il a fait, je veux dire, ce qu'il fait pour le pays, ça concerne aussi la diaspora. Parce que la diaspora, justement, fait partie de la communauté nationale. Et ça ne date pas du président Félix Tshisekedi. Il y avait déjà, à l'époque, dans les anciens gouvernements, ce qu'on appelle un ministre délégué aux Congolais de l'étranger, ça a été renouvelé, mais le fait lui-même que le président Félix Tshisekedi a vécu au moins 30 ans, si pas plus, hors du pays, en Belgique précisément, donc ici à Bruxelles, aussi un peu à Louvain. Donc ça veut dire qu'il a lui-même dans son ADN cette sensibilité, je voudrais dire, cette affection pour la diaspora, pour la communauté congolaise qui habite hors des frontières. Dès qu'il est arrivé, il l'a dit, en fait que lui, il voulait que le Congo ne forme qu'une seule communauté nationale, c'est-à-dire à la fois ceux qui résident et vivent au pays et ceux qui vivent à l'étranger, que tout le monde soit concerné par le destin du pays, que tout le monde s'implique. Et c'est pour ça d'ailleurs, parmi les gens qui entourent le président, c'est-à-dire parmi son équipe, son team qu'il a mis là, à la fois dans son cabinet et peut-être aussi certains au gouvernement, il a pris des gens qui avaient eu un parcours professionnel, par exemple, à l'extérieur du pays. J'en fais partie. Vous me connaissez, on se connaît. J'ai fait l'essentiel de ma carrière en dehors du pays. Je suis né et j'ai grandi au Congo. J'ai eu mon diplôme d'État d'ailleurs au Congo et puis après je suis parti ailleurs. Donc ça veut dire je suis un de ceux qui sont venus de la diaspora et qui ont travaillé au Congo, qui travaillent justement auprès du président. Donc le président avait déjà ce souci-là de faire participer la diaspora à cette grande entreprise de rénovation du Congo, de réhabilitation du Congo, de renaissance du Congo. C'est ce qu'il a fait. Deuxième chose, il a permis par exemple une facilité pour les visas. Vous savez bien, tous les Congolais qui vivent à l'extérieur, du fait de notre loi sur la nationalité, c'est-à-dire la nationalité congolaise est une et indivisible. Ça veut dire que beaucoup de Congolais qui vivent à l'extérieur, ils sont Congolais de cœur, ils sont Congolais, je veux dire même de foi, mais ils ont dû pour les besoins
comment je veux dire, de leur vie professionnelle et autres, prendre peut-être la nationalité du pays là où ils résident. Ils sont belges, français, américains, canadiens ou autres, mais ils pensent toujours au Congo et ils veulent faire quelque chose pour leur pays. Mais quand ils rentrent au pays, ils avaient des tracasseries parce qu'ils devaient prendre des visas, ça prenait du temps. Eh bien, le président, Félix Tshisekedi, dès son avènement, il a exigé, il a instruit le gouvernement pour qu'on mette en place un système qui permette aux Congolais de l'étranger, ceux qui sont nés au Congo ou qui ont des parents congolais, quand ils rentrent, ils peuvent prendre leur visa à l'arrivée. Et il a vraiment facilité les démarches pour que ces Congolais puissent venir au pays. Ça permet justement, comme dans d'autres pays, on a tous l'expérience. Moi j'ai l'expérience d'avoir vécu au Maroc, d'avoir travaillé au Sénégal, d'avoir aussi travaillé un peu au Mali. Et je sais que dans ces pays-là, les diasporas ont un impact très fort. Parce que chez eux, la double nationalité existe. Chez nous, on ne sait pas comment les choses évolueront, mais mettons ce débat de côté. Mais en tout cas, les facilitations qui ont été accordées à la diaspora fait maintenant que plus de personnes de la diaspora, de Congolais comme on dit, de l'étranger, ont plus facile pour venir au pays et de s'impliquer dans la vie du pays, à la fois que ce soit dans le business, en créant des activités au Congo, pour créer des emplois. C'est ça notre véritable challenge au pays, créer plus d'emplois pour occuper notre jeunesse, mais aussi créer des ONG, créer des activités sociales pour essayer, un temps soit peu, d'apporter leur part justement à la communauté nationale. Donc voilà une des choses qu'il a faites, mais je pense que tout ce qu'il fait, et on en parlera dans ce bilan, que ce soit dans la construction des infrastructures, que ce soit dans la mise en place d'une couverture santé universelle, que ce soit dans la gratuité de l'école primaire, tout ça, comme ça touche les Congolais du Congo, ça intéresse aussi la diaspora, parce qu'on a tous nos familles, nos proches qui sont là-bas, et on est content de voir que le pays est en train de se relever. Et même sur le plan symbolique, ça c'est une chose importante, peut-être on peut le dire aussi, le fait que le président ait relevé, si on peut dire, l'image du Congo. Parce que les 18 ans précédents, qu'est-ce qu'il y avait? Le Congo était hors, comme on peut dire, des spotlights internationaux. C'est-à-dire qu'on parlait du Congo dans des instances internationales, mais le Congo n'était pas présent. C'était des pays étrangers qui parlaient du Congo. Mais avec Félix Tshisekedi, il a réhabilité notre diplomatie. C'est-à-dire qu'il était là. Les gens l'ont critiqué parfois en disant « il a beaucoup voyagé, pourquoi ?» Mais c'était important. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le monde entier, ce qu'on appelle la communauté internationale, se rende compte que le Congo est de nouveau sur la place, comme on dit. The Congo is back. Qu'on se rende compte que le Congo est de nouveau là, premier comme on dit, pays de la francophonie en population. On a accueilli les Jeux de la francophonie. Premier producteur au monde de cobalt. On sait le rôle du cobalt dans la transition énergétique. Quand on dit que le Congo est un pays solution, il fallait qu'on soit là. Premier président qui participe à la COP, à toutes les COP. Il a participé à 2 COP. À Glasgow, la COP 26, et puis il devait aller là à Dubaï, il n'a pas été, mais c'est-à-dire le Congo était présent. Donc de ce point de vue, quand on parle du Congo, quand on parle de choses qui concernent le Congo, le président Tshisekedi a fait en sorte que la voix du Congo soit entendue. Comme il avait dit, je ne veux plus que là où on parle du Congo, on le fasse sans le Congo. Eh bien ça renforce aussi, je veux dire, la fierté de cette diaspora. Parce qu'ils voient que leur pays qui avait une mauvaise image, il faut le dire, commence justement à se réhabiliter, à acquérir de nouveau du respect et de la dignité. Voilà des choses que le président a fait et qui font plaisir, j'en suis certain, à la diaspora. Alors, avant de revenir au bilan, moi, j'aimerais parler d'abord à l'homme. L'homme Eric Nindou. Il y a quelques années, les gens te voyaient... Enfin, vous voyez, pardon, excusez-moi. On se connaît. Parce qu'on se connaît. Les gens vous voyaient sur les différents médias ici, que ce soit TV5, que ce soit Télé Bruxelles ou les autres médias auxquels vous étiez journaliste. Ça a commencé comment? Ça, on va le faire rapidement. Pour que vous postuliez à ce rôle de directeur de la communication du chef de l'État. Parce que je vous ai connu journaliste, je sais que vous avez dirigé aussi des groupes de presse en Afrique là-bas, mais comment on passe de ça au poste de directeur de la communication? Ça, c'est la première question. Une sous-question dans cette question-là, je crois que vous avez fait 3 ans, c'est ça? Ça fait à peu près 3 ans. Dans les 3 ans que vous avez vécu en tant que directeur de la communication, un poste que beaucoup de gens dans le métier voulaient avoir ou postuler. Des grands noms à gauche et à droite, on ne va pas venir ici les répéter. Mais quand on a choisi Eric Nindou, les premières critiques que vous avez eues, quelles ont été vos difficultés et surtout les choses bien que vous estimez, que vous et votre équipe avez faites? Parce que les critiques, j'en ai entendu, quand les gens ont su que vous allez vous recevoir, m'ont dit de vous poser ça comme question. Donc, d'abord, comment vous êtes arrivé à ce poste? Ensuite, les critiques que vous avez eues à votre arrivée, les 3 ans ici, votre bilan, les hauts et les bas.
D'accord, on va le faire très rapidement parce que ici, comme je dis, je suis porte-parole de la porte-parole campagne. Du candidat numéro 20, Oui. Félix Antoine Tshisekedi. Donc, c'est plutôt du bilan du chef de l'État dont on parlait plutôt que du bilan d'Éric Nindou. C'est pour ça que j'ai Éric Nindou dit, ça c'est une petite reste parenthèse. modeste et humble. Il n'est pas postulant pour, pour être président, sûrement pas. Je travaille pour un homme, je travaille pour un projet surtout, une vision du Congo portée par le chef de l'État. Bon, en quelques mots, comment ça s'est fait? Quand j'ai commencé, mon ordonnance a été signée et lue à la télévision le 5 mars 2021. C'est pour ça que je dis que ça fera 3 ans, donc, le 5 mars 2024. Exactement. C'était, comment je pourrais dire, une demande, il faut dire la vérité, du chef de l'État. C'est lui qui m'a contacté et on se connaissait, bien sûr. Je vivais ici en Belgique notamment. Je l'avais déjà interviewé à plusieurs reprises. J'avais eu cette chance et cet honneur puisqu'il était engagé politiquement, vous le savez bien, au sein de l'UDPS. Donc j'avais déjà eu l'occasion de de l'interviewer à plusieurs reprises. Et donc on se connaissait, il connaissait mon travail, il savait ce que je faisais. Et à un certain moment, par l'intermédiaire d'autres personnes, il m'a contacté pour demander si j'étais disponible pour venir travailler à ses côtés. Bien sûr, quand on a fait une carrière comme la mienne, c'est-à-dire après 26 ans dans le journalisme, et on a beaucoup travaillé justement, surtout à l'étranger, hors du pays. À l'époque, je travaillais pour une chaîne au Maroc qu'on avait construit, comme on dit, à partir de rien, qui s'appelle Média TV, et que votre président de votre pays, où vous êtes né, où vous avez donc des racines, des attachements, un attachement, vous appelle et vous dit, écoute, je voudrais que tu viennes travailler, apporter ta pierre à l'édifice, à ceux qu'on construit, la reconstruction, la renaissance du Congo. Je crois que ça ne se refuse pas, au contraire, c'est un honneur. Et c'est avec beaucoup d'humilité que j'ai accepté justement cet honneur-là, parce que c'est à la fois une chance, une grâce, moi je dis, avec presque une connotation spirituelle, c'est une grâce de pouvoir participer à ça. Comme je dis, j'ai travaillé ailleurs, au Maroc, au Sénégal et tout ça, et en Europe aussi, et je me rends compte que je participais à la construction, par exemple au Maroc, de l'image d'un pays comme le Maroc, qui est un pays qui a aussi une vision qui avance. Mais je me dis, si j'ai la chance de le faire pour mon pays, le pays de mes parents, de mes arrière-parents, donc de ma famille, je me suis dit, c'est très bien, et c'est comme ça que j'ai accepté. Et puis après, les choses se sont faites, et comme je dis, je le prends vraiment avec beaucoup d'humilité, mais c'était vraiment un honneur et une chance. Voilà. Après, pour ce qui concerne mon bilan, les critiques, oui. Il y a toujours des critiques, et c'est bien de se faire critiquer, parce que je pense que, d'abord, personne n'est parfait, et puis, en fonction des critiques, on peut justement se remettre en cause, et ça nous permet de nous améliorer. Alors, en gros, on ne va pas tellement passer trop de temps. Moi, je pense que ce que j'ai apporté, mais pas tout seul, parce que je travaille avec une équipe, ce qu'on a apporté dans la CELCOM, la cellule de communication de la présidence, c'est quelque chose de mieux structuré. Un organigramme qui, aujourd'hui, a été mieux structuré. On a fait une dernière restructuration qui date d'ailleurs de 2023, donc elle est assez récente. C'était, je crois, janvier, je pense, 2023. Vous vous rappelez quand il y a eu la nouvelle ordonnance du chef de l'État qui a changé son cabinet et qu'on a eu encore l'honneur d'être reconduit. On a lancé, il y a eu même des polémiques un petit peu dans la presse puisqu'on s'est séparé de 26 collaborateurs et il y en a 23 qui sont entrés. Des nouveaux talents, il fallait renouveler, il fallait un nouveau souffle à cette CELCOM. Maintenant, il y a une définition des tâches qui est bien établie. Il y a, notamment, on a mis le paquet sur tout ce qui est les réseaux sociaux, parce qu'il y avait peut-être une faiblesse de ce côté-là. Et on sait qu'aujourd'hui, avec la jeunesse qui se passe beaucoup de temps sur tous ces réseaux sociaux, TikTok, Instagram et tout ça, dans la configuration antérieure, il n'y avait peut-être pas ça, c'était plus vers la télé, ce qu'on appelle la télé de papa. Les médias classiques. Absolument. Il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'avant moi, à la présidence, il y avait à la fois un directeur de la presse, mon grand frère Abraham Lwakabwanga, et puis une directrice de la communication, ma sœur Lydie Omanga. Et le président a décidé de fusionner ça et de ne faire une seule structure qu'il appelle la CELCOM, donc la cellule de communication. Donc on avait à la fois un travail de presse et un travail de communication. Les gens, sans vous couper, les gens confondent jusqu'à ce jour le travail de la porte-parole qui est Tina Salama, le travail du directeur de la communication qui est le vôtre, et celui du porte-parole du gouvernement qui est M. Patrick Mouyaya. Absolument. Parce qu'on a l'impression que ça se croise, ça se chevauche. Ça se chevauche pas, ça se complète.
Ça se complète. En fait, il faudrait vraiment comprendre quelle est la définition des tâches. Donc, comme je dis, mon travail, il consiste à la fois, je veux dire, à s'occuper de la presse, les relations du chef de l'État en tant qu'institution, parce que c'est une institution, la première du pays, la présidence de la République, avec tout ce qui est l'opinion publique, à travers la presse, à travers ce qu'on appelle même les communicateurs et tout ça. Donc, ça, c'est le travail de presse. Après, il y a aussi la communication, c'est-à-dire, en quelque sorte, la promotion de l'action du chef de l'État, la promotion de son image, et essayer de faire comprendre, de faire influencer l'opinion publique pour que l'opinion publique adhère un peu plus à la vision du chef de l'État. Ça, c'est le travail de la communication. À côté de ça, comme vous l'avez dit, il y a ma talentueuse collègue, Madame Tina Salama, qui, elle, est porte-parole du chef de l'État. C'est-à-dire que quand elle s'exprime, c'est le chef de l'État qui s'exprime à travers elle. C'est-à-dire que quand elle lit des ordonnances, c'est symbolique au Congo, quand elle lit les ordonnances à la télévision, c'est-à-dire c'est le chef d'État qui a signé une ordonnance, qui nomme monsieur, madame, tel. Et c'est pour ça, c'est quelque chose qui est une tradition bien ancrée dans notre pays. Donc, elle fait ce travail d'être le porte-parole, elle porte la parole. Nous, on fait le travail de promotion de la vision et aussi des relations avec la presse. Et puis, il y a Patrick Mouyaya, mon ami Patrick, qui, lui, travaille plus pour porter la parole du gouvernement et gérer tout ce qui est le secteur de la presse et de la communication dans le pays. C'est pour ça qu'il a sorti une loi qui porte son nom, la loi Mouyaya, la loi sur l'organisation de la presse, et c'est une loi qui a fait vraiment avancer le statut de la presse au Congo, et c'est quelque chose de très bien. Notamment, ça règle aussi certains problèmes sur ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, c'est-à-dire la façon dont on peut traiter les fake news, et on est en plein dedans, puisque durant cette campagne on va en parler avec c'est une campagne, comme on dit. C'est une véritable guerre médiatique. Voilà, une campagne très dure, parce qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent. La loi est là, elle punit quelqu'un qui écrit des fake news et qui les propage aussi. Mais bien sûr, certaines personnes passent entre les mailles du filet, mais il faut être ferme et il faut toujours promouvoir la vérité. Voilà en gros ce qu'on a fait. On a apporté en tout cas une meilleure structuration, une meilleure définition des tâches et aussi une vision pour accompagner le chef de l'État. On n'a pas été parfait, il faudra encore mieux travailler. Est-ce que, je veux dire, moi, sur une échelle de 0 à 10, je pense qu'on peut, enfin, je me cote moi-même, je dirais qu'on a eu 7 sur 10, c'est-à-dire, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Voilà. Non, bon, moi, je vais revenir un peu à la campagne. Non, vous êtes des professionnels. on représente un peu le peuple. Donc, à un moment donné, je pense que vous avez parlé des fake news. Il y a eu une forte opposition à la mise en place quand le président Félix est devenu président. Il y a eu de l'opposition au niveau des combattants. Quand je mets des guillemets, parce que il y a plusieurs catégories. Il y a ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Il s'est passé beaucoup d'épisodes politiques qui ont fait que le combat a été divisé en deux entre ceux qui étaient pro et ceux qui étaient contre. Et au final, ça nous a plombé un peu l'ambiance et l'harmonie qui était là au moment où nous luttions pour chasser le régime d'avant. Il y a eu maintenant une espèce d'apaisement. Après les prises de position du président assez courageuses que nous saluons, que beaucoup des combattants et des Congolais ont salué vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de la situation de l'Est. Maintenant, il est question de reconstruire cette harmonie ensemble pour aller. Mais ça dépend de ce que le président prévoit pour nous. Quand je dis nous, je me mets dans la peau de la diaspora, et surtout de la diaspora militante, celle qui s'est battue, qui s'est sacrifiée, qui a fait en sorte que les conditions soient favorables à l'émergence de la démocratie. Est-ce qu'il y a un plan dans ce cadre-là? Et ce serait quelque chose que je pense qu'il serait important que le président nous remette en place pour remettre cette harmonie en place. Les positions prises maintenant sont courageuses déjà, mais qu'est-ce qui est prévu dans les 5 prochaines années? Parce qu'il y a un besoin. Et, comme vous l'avez dit, il y a 30 ans de Belgique, et nous tous, nous avons vécu ici, on connaît nos problèmes. On a les difficultés de construire une communauté, de construire comment on appelle ça, de nous défendre vis-à-vis des autres communautés, vous avez parlé des Marocains et tout. Mais jusqu'à présent, on sent dans la campagne que c'est comme si c'était un sujet qui n'était pas prioritaire. Et j'aimerais avoir votre sentiment et surtout, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui est prévu, ou s'il n'y a rien de prévu, vous nous le dites. Mais c'est important. Non, moi je pense que non seulement c'est important, mais les choses doivent être faites, chaque chose en son temps. C'est-à-dire que pour l'instant, le
l'objectif, la priorité, c'est convaincre les Congolais. Et en majorité, parce que c'est le cas, c'est un fait, en majorité, ce sont les Congolais qui vivent au pays. Il y a cette chance, cette ouverture. D'ailleurs, c'est parmi les choses qui ont été faites pour la diaspora. J'ai oublié de le mentionner, mais on est là pour le rappeler. C'est-à-dire que pour la première fois de notre histoire, la diaspora a le droit de vote. Voilà, le droit de voter. Et comme je le disais, la plus grande part, je pense, c'est en France, un peu environ 5800 personnes. Ensuite, c'est l'Afrique du Sud, à peu près 5000, je pense. Et puis la Belgique, c'est 3800 et quelques. 5 pays ont été sélectionnés. La Belgique, la France, le Canada, les États-Unis et l'Afrique du Sud. Ce n'est qu'un projet pilote, si je peux dire. Parce qu'on sait bien qu'il y a plus de Congolais ailleurs, par exemple en Angola, dans les pays limitrophes, ou quelque chose comme ça. Et il y a la question de la nationalité, enfin la loi sur la nationalité, qui est encore une et exclusive pour le Congo. Donc ces communautés-là vivent souvent, comme je dis, avec la nationalité du pays, de leur pays d'accueil. Donc toutes ces choses-là seront certainement réglées dans le second mandat. Mais contrairement à ce que vous demandez, qu'est-ce que le président a prévu pour la diaspora? Moi, je pense que la question doit être retournée. Qu'est-ce que la diaspora a prévu pour le pays? Comme disait l'autre, je pense que c'est John Fitzgerald Kennedy, justement, ne pensez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais dites-vous qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et un autre homme politique célèbre disait, certains voient la réalité telle qu'elle est et se disent pourquoi? Moi, je veux voir la réalité telle qu'elle pourrait être et je me dis pourquoi pas. C'est-à-dire que je me mets dans l'action, je me mets dans une vision pragmatique et je me dis pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faut changer pour que le Congo aille mieux? Je pense que c'est la question que la diaspora doit se poser, se dire, tiens, le pays va pas très bien, il y a encore beaucoup de pauvreté dans notre pays. Un élan a été donné par le président Félix Tshisekedi lors de son premier mandat. Il a remis, comme on dit, les fondamentaux en place. Parce que franchement, quand il est arrivé, il a trouvé un État qui était par terre. Il a même eu cette phrase, Mboko Ekufa Kala, qu'on lui a reproché. Mais je veux dire, mais c'était la réalité. Je veux dire, quand vous voyez un pays où il n'y avait pas d'État, il faut avoir circulé avec le président. Récemment, quand il fait sa campagne, mais même avant, il va dans des coins où il n'y avait même pas un bâtiment administratif. C'est grâce au programme de développement local au départ des 145 territoires, c'est à partir de ce programme-là qu'on est en train de construire des bâtiments administratifs dans des coins reculés. Allez dans le nord au Bangui, allez dans le sud du Bangui, où les gens vous expliquent qu'aucune école n'avait été construite là depuis le départ des Belges, donc ça veut dire depuis 1960. Donc voilà, il est en train de remettre les fondamentaux d'un État, l'autorité de l'État dans toutes les parties du pays. Et donc la diaspora doit participer à ce mouvement, à sa manière. Comment elle peut le faire? Moi, je prends l'exemple, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai évoqué des exemples d'autres diasporas, parce qu'en plus, en tant que journaliste à l'époque, j'avais aussi travaillé sur ces domaines-là, de comment les diasporas aident leur pays à se développer. Ben, vous voyez, les diasporas d'autres pays, ils investissent dans leur pays, ils se regroupent. Déjà, ils travaillent, comme vous avez dit, ensemble, et pas des divisions inutiles. On peut avoir une diversité dans l'opinion. Quelqu'un, par exemple, là, on a une campagne électorale. Je ne dis pas que 100% de la diaspora, par exemple, qui vit en Belgique, est 100% pro-Fachi. Ce serait l'idéal, mais la réalité fait que ce n'est pas le cas. Mais on peut, comme on dit, on peut avoir des divergences de vues, ils peuvent avoir des divergences, mais on a tous quelque chose en commun, c'est l'amour du pays, l'amour du Congo, l'envie et le désir et la volonté de vouloir changer notre pays, faire que ce pays devienne non seulement, je dirais, un pays normal, mais même un pays qui est à la hauteur de ses potentialités. Quand on voit le Congo, quand on voit sa taille, quand on voit sa population, 100 millions d'habitants, avec une perspective de 200 millions en 2050, c'est un mastodonte qui doit agir, qui doit être une force au cœur de l'Afrique. Donc de ce point de vue-là, comme je dis, je vous retourne la question, que la diaspora s'organise. Je me rappelle, et ça va être très bien compris par vos téléspectateurs, il y a un groupe de jeunes à Paris qui s'appelle le club, je pense que c'est Kilimanjaro, ou bien c'est le nom d'une autre montagne, enfin d'une autre montagne au Congo. Donc c'est peut-être... Quelle est la plus haute montagne au Congo? Le Rwenzori. Le Rwenzori, je pense que c'est le Rwenzori, parce qu'ils avaient pris ça comme symbole. Hein. C'est un club de jeunes entrepreneurs congolais. Quand on a fait un voyage avec le chef de l'État en 2021, donc l'année là où moi j'ai été nommé, ils m'ont appelé pour que je les rencontre, parce que je m'intéresse beaucoup au domaine de l'économie et de l'entrepreneuriat, hein, en tant que journaliste, en tant qu'observateur et tout ça. Donc ils m'ont appelé, ce sont des jeunes Congolais qui vivent en France, Congolais d'origine, hein, si on peut dire, Congolais de nationalité mais d'origine aussi, qui vivent en France, partout en France, et ils se sont regroupés pour pouvoir, comment je veux dire,
avoir une sorte de coopérative, investir au Congo et des choses comme ça. Je suis parti à leur rencontre, on a discuté, ils étaient à l'époque, je crois, à peu près 80 dans leur groupe. Et leur but, c'était quoi? Oui, on veut voir le président, on veut absolument voir le président. Et je leur ai dit, écoutez, chers amis, c'est bien ce que vous faites, vous êtes déjà à 80, mais avant de voir le président, vous venez de naître là, ça faisait à peine 3 mois qu'ils existaient, construisez quelque chose de solide, avancez déjà, faites des choses au Congo, quand vous serez 1000, 2000, et que vous formerez ce qu'on appelle une masse critique, à ce moment-là, moi, je pourrais même me battre pour déposer ce dossier et dire au président, voilà des jeunes qui se sont regroupés. Je dis, parce que là, vous êtes 89, c'est très bien, mais vous ne représentez rien, en quelque sorte, comme une force. En plus, vous êtes déjà au début. Pourquoi vouloir voir le président quand vous êtes au début? Voyez-le quand vous êtes déjà, comme ça, lui aussi, il va voir, voilà, ces jeunes ont avancé, sans moi, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour leur donner un coup de pouce et qu'ils passent à un niveau supérieur? Dieu merci, ces jeunes ont travaillé, se sont regroupés, se sont structurés. En 2023, on est parti, donc j'ai fait une mission en Europe, je suis passé par la France, ils m'ont invité à leur assemblée générale, ils étaient maintenant 3200. J'ai dit félicitations, battez-vous. Et leur représentant sera prochainement normalement au Congo parce qu'ils ont déjà commencé à faire des choses au Congo dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de ce qu'on appelle business angels. Ça veut dire que des fonds qu'ils donnent à des petites entreprises pour qu'elles puissent se développer. Et des initiatives comme ça, il y en a plein. Des Congolais de Belgique, des Congolais des États-Unis, du Canada et tout ça. Et c'est comme ça que je dis, si la diaspora se regroupe à des initiatives pareilles, elle pesera sur le destin du pays. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, plutôt que de voir en disant, qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour nous? Le gouvernement, ce qu'il doit prévoir, ce qu'il doit faire, il devait l'exiger, c'est qu'il vous facilite les choses, qu'il crée, comme on dit, les conditions de possibilité de votre épanouissement. C'est-à-dire administratif, ça a déjà été fait avec les visas, il faut que ça aille plus loin au niveau, par exemple, fiscal. Oui, comme je dis, il y a des parce que beaucoup de frères à nous, enfin de la diaspora, se plaignent des conditions à la douane, à Matadi, à Boma, sont des choses, alors que le chef l'avait dit verbalement, qu'on allait faciliter les investisseurs de la diaspora, on a l'impression que rien n'est fait. Peut-être qu'il il l'a dit, mais ceux qui sont au niveau du terrain, ils font rien, les gens continuent à se plaindre de ça. Moi je dis, il faut pousser pour que ça aille plus loin. Il faudrait qu'on fasse un bilan. Honnêtement, je ne l'ai pas pour savoir si ces mesures-là qui avaient été annoncées spécifiquement pour la diaspora ont été appliquées, mais en tout cas, il faut pousser. Et vous avez les moyens ici en Europe. Vous avez les moyens parce que, plus que d'autres qui sont au pays, vous avez accès à l'information, vous avez accès à la connaissance, et ça doit vous permettre de vous renforcer vos capacités et pouvoir agir. Et je pense qu'au moment où vous deviendrez incontournable, moi je l'ai vu quand j'ai vécu à Londres à un certain moment, j'ai vu comment la diaspora nigériane et la diaspora ghanéenne a créé des fonds d'investissement qui atteignent aujourd'hui près de 200 millions de dollars. Quand vous venez, vous dites à un président, écoutez, nous on a 200 millions dans un fonds d'investissement, on veut investir dans notre pays, qu'est-ce que vous faites pour nous faciliter? Un président ne peut pas refuser ça. Il n'a pas besoin d'aller courir auprès du FMI, courir après de la Banque mondiale. Ça sera quelque chose qui viendra en plus pour essayer de développer le pays. Donc structurez-vous et soyez pesés sur la politique du pays parce que c'est votre pays, c'est notre pays et on doit le construire. D'accord. Moi, je voulais, juste pour conclure ce sujet, et je suis d'accord avec vous, hein, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Comme vous avez dit, ce groupe s'est créé spontanément. Absolument. Et il y en a d'autres qui se mettent à gauche, à droite. En fait, là où je pense que le président peut faire, c'est pas pour les créer, c'est juste servir un peu de hub. C'est-à-dire que, parce que comme vous l'avez dit, ils vous ont appelé pour voir le président parce que nous avons été éduqués dans le sens que tout passe par le président. Voilà. Ce qui n'est pas une bonne voilà, ce qui est très d'agir. mauvais. Parce Voilà, qu'à un moment donné, nous ici, on a vu aussi les TIRCAB, il a réussi des associations, mais on n'est pas encore à une masse critique. Mais pour ça, il faut à un moment donné mettre en place, comment on appelle ça? Parce que de la diaspora, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes administratifs, mais ça ne se limite pas au visa. Il y a des problèmes de papier normal. Absolument. Il y a les coûts, il y a les méandres de l'administration congolaise qui sont très, très obscurs. Très obscurs. Donc, tout ça fait que, parce que vous avez notre sensibilité, il est important qu'à un moment donné, que vous voyez dans quelle mesure, comment est-ce que mettre en place une espèce d'interface qui soit pas individualisée, ou que les gens doivent vous chercher, mais qui soit que comme une porte d'entrée pour les gens de la diaspora, afin qu'ils aient accès à la création d'entreprise, l'obtention des documents d'autorisation de faire quoi que ce soit,
Moi, je suis dans l'énergie. Il y en a, on est tous dans quelque chose. Absolument. Il y en a qui créent des entreprises. Moi, j'ai des amis, Spider, par exemple, qui crée une école, qui est dans son village. Mais pour y aller, il doit galérer pour avoir les papiers de ça, il faut. Donc, tout ça fait que je pense qu'il est nécessaire, en tout cas au préalable, de mettre en place une mesure qui nous permet d'avoir une espèce d'interface qui nous est destinée. Mais parfois, moi, je pense qu'il faut avoir avec l'ambassade. L'ambassade, c'est votre première interface. Voilà. D'accord, l'ambassade est là. Voilà. Mais qu'est-ce que fait aujourd'hui l'ambassade? L'ambassade du Congo en Belgique est quand même une des plus grandes ambassades, puisque c'est celle qui concerne une des plus grandes communautés congolaises à l'étranger. Donc, approchez-vous de l'ambassade, travaillez main dans la main. L'ambassade, elle est neutre. Elle n'est pas ambassade pro tel régime ou tel... Non, c'est l'ambassade du Congo. C'est l'ambassade de tous les Congolais. Donc les diversités culturelles, politiques, religieuses, elle n'est pas là pour traiter ça. Elle est là pour être, comme vous dites vous-même, la porte d'entrée vers le pays. Elle met déjà en place des procédures qui existent, puisque le doing business, l'amélioration du climat des affaires, ça a été un des points sur lesquels le président a travaillé beaucoup durant son premier mandat. Vous savez que c'est le premier président qui a mis près de lui une cellule du climat des affaires, ce que personne d'autre n'avait fait. Alors les résultats sont maigres, mais les résultats sont déjà là. Partant de rien, même faire 2 pas, c'est déjà beaucoup. Et les dernières évaluations ont montré que le Congo est en train de s'améliorer. D'ailleurs, la preuve, c'est quoi? C'est que vous les connaissez, qu'on appelle les Big Five, donc c'est-à-dire les grandes agences de notation, que ce soit Moody's ou Standard & Poor's, ont évalué que le Congo, ils ont donné au Congo la note 3 fois B, donc 3 fois B, avec même plus, c'est-à-dire perspective favorable. Et il y a une agence de notation qui s'appelle Bloomfield, qui est spécialisée, elle, sur les pays africains. Elle a donné au Congo la note B++, c'est-à-dire vraiment une perspective favorable parce qu'elle fait des notations dans la monnaie locale, ce qui permet de vraiment avoir une bonne évaluation. Donc, de ce point de vue, les indices sont bons. La croissance du pays, elle est passée, malgré le Covid, malgré la crise inflationniste mondiale, et malgré la hausse des prix du pétrole avec la crise qui se passe au Proche-Orient, cette année, 2023, perspective de croissance 6,8%. On était l'année passée en 2022 à 8,9%. C'était très bien, mais c'était aussi dû à la hausse du prix des matières premières que l'on vend, cobalt, lithium, manganèse, coltan et tout ça. Cette année, ces produits ont baissé un peu, enfin, la demande mondiale a un peu baissé, donc ça a un peu baissé. Mais on est quand même passé, chers amis, de 4 milliards en 2019 à 16 milliards en 2023 pour le budget de l'État. C'est-à-dire que des efforts ont été faits pour la croissance économique, pour mieux traiter les recettes de l'État, c'est-à-dire lutter aussi contre la corruption, on en parlera peut-être plus en détail. Donc de ce point de vue-là, le pays est en train d'avancer. De ce point de vue-là, ce qu'on fait pour attirer les investisseurs, ça doit concerner la diaspora. Parce que la diaspora représente aussi un volet des investisseurs dans le pays. Même si... Et des investisseurs qui seront prêts, à aller jusqu'au bout. Ça ne sera pas comme ceux qui viennent, qui font un coup et puis qui s'en vont parce que ce n'est pas leur pays. Par contre, nous, les Congolais qui étions de la diaspora ou qui l'aident toujours, quand on va dans le pays, on se dit c'est le pays de nos ancêtres, c'est le pays, c'est mon sang, c'est ma terre, donc on va investir et on va se battre pour que les choses réussissent. Et c'est beaucoup d'entreprises familiales aussi. Absolument. Où les gens investissent pour... Donc, en tout cas, le message, c'est il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Des choses ont été faites, ce n'est peut-être pas suffisant, mais il faut continuer à faire pression. Et l'initiative doit venir de vous. Il ne faut pas attendre ce que le gouvernement doit faire, ça doit venir de vous. Ok, on va revenir à la campagne proprement dite, parce que vous êtes le porte-parole de la campagne. Pardon, je vais passer en lingala, parce qu'on a fait beaucoup de théories en français. Pour la Oyo, on va observer campagne, parce que on a l'homme du marketing, l'homme des médias, l'homme qui voit la communication. Pour la Oyo, on a une campagne électorale ezoleka. Le président a constitué équipe naé de campagne. Ça n'est pas un reproche, mais c'est une critique que le public m'a envoyée à travers mon média Zap Congo de vous poser comme question. On n'a pas vu un vrai stratège politique autour du président. On ne voit pas un véritable marketeur, quelqu'un qui s'occupe d'une véritable communication pour pouvoir s'adapter aux réalités de chaque province et de chaque ville. On voit juste le président Zotambo dans la ville, belé. On a l'impression, je dis bien, on a l'impression qu'Azo répétait car le même discours.
le même discours. Tous les adversaires, il y a président, comme Bengaye, Kolo Promesse Land. Ils ont répété ma promesse. Parce que c'est un parallélisme que j'essaye de faire. Tant où le maréchal Mobutu à l'époque allait dans les différentes provinces, et là, quand on a Kassai, ils ont été à l'Équateur. Chaque réalité, ils ont na Katanga, ils ont na Kivu, na Bandundu, na Congo, ils sont différentes les unes des autres. Même si, Bodo Sengabiso confiance pour te renouveler le numéro 20, il faut que chaque discours soit adapté par rapport à Mbokawana. Ça, c'est de 1. De 2, par rapport à la campagne électorale, selon vision en termes de marketing. Est-ce que vous pensez que vous en faites assez pour que Batu Oyo, dans la fin fond du village, ou Batu voter, Batu Basarolaki, voter par rapport au bilan du chef de l'État? Parce qu'on a l'impression que la campagne Oyo est comme tellement salité qu'on en oublie les bienfaits, les bons côtés que ce que le président a fait depuis les 3 dernières années par rapport aux remarques et aux critiques que vos adversaires font. Étant donné qu'ils ont les moyens de mettre des choses sur Internet, que non, on dirait que vous ne défendez pas bien le bilan du chef de l'État. Ça, c'est ma vision à moi de ce que je vois de loin. Je me dis, mais il a quand même arrangé cette route, il a quand même fait tout cet hôpital. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi ils rentrent dans des petites phrases pour attaquer l'adversaire? Mais non, montrez ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez à répondre à Bateau Balobaraboy? Je respecte ce point de vue-là. Les opinions sont toutes respectables, mais je m'inscris en faux, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que c'est une erreur d'analyse ou peut-être ce que je dirais une illusion d'optique. Ça veut dire que les gens voient les choses, mais ils ne discernent pas bien les choses. Pourquoi? Parce que vous regardez, par exemple, je prends les 2 coprésidents de la Team Fachi, c'est-à-dire l'équipe de campagne électorale. M. Jacquemin Chabani, il était le CP, donc le conseiller principal pour ce qui est du processus électoral au sein du cabinet. Il est aussi un ancien secrétaire général de l'UDPS. Il connaît bien, je veux dire, le monde politique, les structurations, la cartographie. Madame Akassia, qui est la coprésidente, elle aussi, c'est une ancienne ministre de l'économie, quelqu'un de dynamique, qui mobilise beaucoup les foules. Elle a vraiment beaucoup de popularité là dans son fief là-bas à l'Équateur, mais aussi à Kinshasa. Donc ce sont des gens que le chef a choisi avec beaucoup de discernement pour pouvoir mener cette campagne. Une campagne d'un nouveau genre. Peut-être que les gens auraient voulu voir des anciennes figures que l'on connaît et tout. Non, le chef, il a aussi envie de pousser une nouvelle génération. Et ça, c'est important. Des gens qui sont, bon, sans leur manquer de respect, parce qu'au Congo, parfois, c'est mal compris, je dis qu'ils sont jeunes dans le sens où... En termes d'énergie, voilà, exactement. Et qui apportent aussi une nouvelle vision. Jeune ne veut pas dire sans expérience. Qui ont une grande expérience, je viens de le dire. Donc, ils sont là. Et ils ne sont pas seuls, il y a toute une équipe. Et à côté d'eux, vous savez bien qu'il y a aussi le présidium qui est constitué des ténors de l'Union sacrée. Vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez le président Bahati, le président Bosso, Kabouya, hein, Augustin Kabouya, le secrétaire général, M. Kamere aussi. C'est-à-dire, quand même, ce sont des gens, et puis le Premier ministre aussi, Samalou Kondé, des personnes qui ont davantage une assise, une expérience à la fois de la gestion de l'État, mais aussi qui ont fait des... Il ne faut pas oublier, comment il s'appelle, Jean-Pierre Bemba. Il a fait des élections en 2006. Il est arrivé 2e. Et certains même disent qu'il avait peut-être gagné. Kamere a fait les élections en 2011, je pense. Et il était arrivé 3e. Hein. Voilà, papa Tshisekedi, qui avait sans doute gagné. Bon, voilà, on ne va pas revenir sur ce débat-là, c'est l'histoire. Et donc, ça veut dire ce sont des ténors politiques qui connaissent la réalité du pays. Donc, dire qu'il n'y a pas de vrai stratège, ce n'est pas vrai. Après, comment cela fonctionne entre eux, ça, c'est peut-être une question qu'il faut poser. Mais pour l'instant, moi, attendez, moi, ce que je vois, c'est que ça fonctionne bien. Parce que contrairement à ce que prétendent les gens qui vous ont... Oui, parce que là, je joue le rôle de... Je précise, hein, je joue le rôle de l'avocat du peuple. C'est-à-dire, je pose des questions, vous posez les questions que les peuples voient. Ils se disent on dirait qu'ils répètent le même discours. Non, mais je réponds à ça, justement, Francis. Pourquoi? Parce que, comme je dis, non seulement, c'est les gens du présidium, là, vous savez qu'on leur a donné à chacun des aires. Des aires, oui, des parties géographiques, en fait. Ce sont des endroits, des zones géographiques qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent, justement. Hein. Non seulement ils connaissent quelle est la cartographie, ils connaissent quel est le rapport de force politique dans leur coin, et surtout, ils connaissent quelles sont les préoccupations des populations locales. Maintenant, pour ce qui est de la répétition, non. Vous savez, en termes de marketing politique, vous pouvez l'observer, il y a 2 choses qu'il faut faire dans une campagne. Il faut avoir ce qu'on appelle un leitmotiv
quelque chose que vous répétez tout le temps pour que ça reste dans la tête des gens, sachant que c'est ça votre vision. Rappelez-vous, Yes Weekend de Obama. Il dit ça à chaque meeting, ouais. Ou alors Make America Great Again Trump. de Donald Trump. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est ramassé et qui est vraiment votre vision. Voilà. Le chef de l'État, quand il vient, on sait que c'est pour, comme il a dit dans sa phrase, consolidons nos acquis. C'est vraiment ça, consolidons nos acquis. On a travaillé 5 ans, on a fait des choses, on n'a pas pu tout faire en 5 ans, puisque comme vous l'avez dit vous-même, cher Francis, il y a réellement eu 3 années utiles. Voilà pourquoi moi je compte 3 ans. Oui, vous avez raison, 3 années utiles, parce que les 2 premières années, c'était une cohabitation bancale. Mais il fallait qu'elle ait lieu. On reparlera de ça peut-être tout à l'heure, parce que la vision du chef de l'État, il l'a dit, d'ailleurs quand on lui a demandé, il avait fait une émission justement avec Madame Tina Salama, on lui avait demandé quel est votre plus grand regret, il a dit la dislocation avec le FCC, parce qu'il avait cet espoir. C'est quelqu'un de fédérateur qui veut que tous les Congolais participent à la construction de leur pays. Il y a tellement à faire qu'il dit « je ne peux pas me passer de tous les talents congolais ». C'est pour ça qu'il avait dit « on donne une chance au FCC », sachant ce qu'était l'arithmétique électorale au sortir des élections de 2018. Ça veut dire qu'ils avaient la majorité au Parlement, et c'est un légaliste, Tshisekedi. Il devait travailler avec la majorité. Il les a mis dans une cohabitation. Voilà, une cohabitation, mais ça n'a pas marché. Et après, on a réussi à faire le changement et on a créé l'Union sacrée. Donc, pour revenir, c'est pour dire que, franchement, il y a les stratèges politiques. Ils sont là. Il y a des gens qui ont de l'expérience. Il y a une nouvelle génération que l'on est en train de pousser. Quand vous regardez tous les noms qui sont dans la Team Fachi, ce ne sont pas des gens, comme on dit, des stars, voilà. Mais il ne faut pas nécessairement être star. Il faut connaître son métier et pouvoir être focus sur ce qu'on fait. Et franchement, ce sont des gens qui travaillent jour et nuit. Dans une campagne politique, il faut avoir à la fois un slogan, mais qui n'est pas vraiment un slogan, qui est, en fait, je te dis, un message, une ligne de force. Le leitmotiv, quoi. Ouais, le leitmotiv, c'est consolidant nos acquis. Voilà. On le répète partout, effectivement, pour que les gens s'ancrent ça dans la tête. Et puis la deuxième chose, c'est parler aux gens de leurs préoccupations. Et ça, franchement, le président le fait. La preuve qu'il le fait, c'est qu'à chaque fois qu'il arrive, avant qu'il arrive sur place, il y a des équipes de terrain qui sont là, qui sont de la population, qui connaissent, qui sont du coin. Ce ne sont pas des gens qui viennent de Kinshasa qu'on a envoyés à Katakakombe, à Aru, à Beni. Non, ce sont des gens du coin. Parce que bien sûr, les partis politiques ont leurs ramifications et tout ça, des notables du coin. Ils ont sondé les notables du coin, ils sont allés au contact de la population et ils ont remonté les préoccupations idoines du coin. À ce moment-là, le président s'adresse. Et d'ailleurs, il termine tous ses meetings, contrairement à d'autres candidats, par faire une interaction, un dialogue avec le public. Et à ce moment-là, le public peut aussi mettre en avant certaines préoccupations qu'il n'avait peut-être pas été. Donc, de ce point de vue-là, je ne vois pas où est le problème. Au contraire, les choses fonctionnent très bien. Le chef vient, il donne son message, son leitmotiv passe. Ça concerne tout le pays. Après, pour les besoins particuliers, pour les spécificités de chaque région, ville ou province, non seulement il a été briefé, il les connaît, mais en plus de ça, les gens peuvent lui poser la question directement. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une meilleure campagne que celle-là, où un homme, comme on dit, une campagne électorale, une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Et là, la rencontre de l'homme, Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, et du peuple, se passe réellement. Et c'est le seul candidat qui fera pratiquement toutes les 26 provinces. Non, je n'ai pas encore fini. En termes de stratégie politique, quand je disais, pour terminer sur cette question-là, quand les gens disent que vous ne vendez, on ne vend pas bien les acquis justement qu'on a consolidés. Dans le sens que, oui, parce que c'est la dernière partie. On a l'impression que la campagne qui avait commencé justement en montrant que, vous voyez ce que j'ai fait en 3 ans, je peux faire mieux. Faites-moi confiance. Et maintenant devenu, je ne sais pas si c'est à cause de l'actualité ou certaines choses, plutôt des petites attaques, des petites phrases, et on oublie ce qu'il a réellement fait, parce qu'il faut vraiment être aveugle ou méchant de mauvaise foi pour ne pas avoir vu, ça c'est mon avis, pour ne pas avoir vu une évolution des choses par rapport à ce qui se passait avant. Parce qu'on ne compare qu'un président que par rapport à ce qui s'était passé avant avec un autre président. Bien sûr. De ce point de vue-là, on dit que vous ne vendez pas assez bien. Si, on le vend. On peut toujours faire mieux. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat sur une échelle de... On le fait. C'est-à-dire que la Team Fachi le fait. Et elle ne le fait pas seule, puisqu'elle est portée par tout un mouvement populaire qui, justement, a compris, a constaté sur le terrain. Comme je vous dis, c'est même pas pratiquement à la Team Fachi de le faire. Quand vous allez, comme je disais, dans des coins reculés comme le nord ou le sud du Bangui, et que les gens vous disent, les gens disent, on n'a pas eu d'école construite ici depuis près de 60 ans.
Vous n'avez même pas besoin de vendre. Les gens sont là. Oui, c'est eux les témoins. Vous les filmez, c'est eux les témoins. Et ça a été fait. Vous avez vu toute la série de reportages Bill Mboya, il y a béton. Ça a été fait. On a montré ce qui a été construit. On a continué à le faire. Et même là, il y a des applications qui existent. Là, une application qui est sortie, je pense, il y a quelques jours, sur la VAR, où vous pouvez aller dessus, vous cliquez, et vous voyez les réalisations de Fachi dans le pays. Il y a aussi constamment des gens qui passent dans les médias, qui expliquent. Mais comme on dit, on ne peut pas avoir... Non, on ne peut pas croire à des gens qui ont la mauvaise foi ancrée. Il y aura toujours des gens qui vont nier, mon cher Francis, mon cher Désiré. Donc il y a toujours des gens qui vont refuser, quand vous dites, non, ça c'est une caméra, ils vont dire, non, c'est pas une caméra. Mais ça, on ne peut rien faire. Nous, on le dit et c'est la réalité qui prouve. Donc de ce point de vue-là, bien sûr qu'il faut faire plus, bien sûr qu'il faut faire mieux, mais le discours, il est passé et la réalisation, elles sont là. C'est matériel. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, ce que je disais, par rapport à la campagne électorale, le président, il a pris 5 engagements. Il y a un manifeste qui a été publié. Dans son manifeste, il se projette. Ce manifeste commence par une lettre qu'il a écrite aux Congolais. Je crois que vous avez lu cette lettre, où il leur dit, voilà d'où nous venons, voilà ce qu'on a fait, et voilà où on va aller ensemble, si vous me faites confiance encore pour les 5 prochaines années. C'est-à-dire, il part de son bilan, il tire les acquis de son bilan, il dit, consolidons ces acquis, et allons plus loin. Il y a 6 engagements, mais ces 6 engagements ne seront possibles que parce que ces 6 engagements prolongent, renforcent, accentuent ce qui a été fait durant les 5 premières années. Sans ça, c'est la différence entre lui et justement les autres candidats. Les autres candidats font justement des promesses en l'air, parce qu'eux, ils n'ont pas de bilan. Et ceux qui ont un petit bilan, soi-disant, ils avaient été gouverneurs quelque part, c'est un mauvais bilan, ils n'osent même pas en parler. Donc ils peuvent faire des promesses. Je ne veux pas ici parler de leurs promesses, puisque ce n'est pas le but du jeu. Mais je veux dire, voilà, ils inventent des promesses. Je vais faire ça, je vais construire, je vais finir la guerre en 6 mois. Mais vous allez finir la guerre en 6 mois comment? Avec quoi? Nous, il nous a fallu presque 3 ans pour reconstruire une armée. Une armée que l'on a constatée qui a été faite de briques ou de brocs, c'est-à-dire de différents brassages à cause des différents accords de paix qui avaient été signés. Une armée qui était avec des vaillants soldats, avec des officiers courageux, mais aussi des infiltrés, aussi sans véritable chaîne de commandement, aussi pas bien équipés, où les soldats n'étaient pas bien payés. Et Tshisekedi est le premier président qui a autant investi dans l'armée. Il a redonné la dignité à nos soldats. Il a augmenté le solde des militaires. Il a permis la gratuité des soins pour les familles des militaires, la gratuité de l'école pour les enfants des militaires, et même l'accès à des denrées alimentaires, vous l'avez vu, oui, à moindre prix. Réhabilitation de l'hôpital du camp Tchatchi, réhabilitation de l'hôpital du camp Kokolo, d'autres hôpitaux qui vont être construits pour les militaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le soldat congolais, courageux, vaillant, qui est au front à l'Est, il sait que Maman Nabana et les enfants là-bas, ça va, ça calme. Et comme ça, il peut se donner à fond en son rôle de défense du pays. Donc, ce sont des choses qui ont été faites. Et ces acquis, on va continuer à les répéter, effectivement. On doit le faire plus, je l'accepte, il faut le faire plus, et ça se fait déjà. Mais n'écoutez pas les mauvaises langues qui disent non. Il y a des gens qui ne sont jamais contents de rien. Vous faites quelque chose, ils ne sont jamais contents de rien, parce que simplement, ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas accepter que le pays va mieux. Il y a des gens qui profitent du mauvais état du pays. Il y en a qui profitent de ça parce qu'ils se disent, tant que le pays va mal, on peut faire nos COP, on peut faire nos histoires. Non, aujourd'hui, on remet le pays sur les rails et le pays avance. Voilà. Moi, ce que je voulais rebondir dans ce que vous dites, pour moi, les acquis, effectivement, il faut les renforcer. Mais le président, on est dans un pays démocratique où le président doit être dirigé avec un parlement, avec un gouvernement, des gouverneurs valables et des assemblées provinciaux. Et maintenant, on a ajouté quelque chose que moi, je félicite le président Fachi et la CENI, c'est qu'on va faire les élections communales. Et ça, c'est important. Maintenant, j'aimerais savoir, parce qu'on a eu une densité incroyable. On n'a jamais eu autant de densité des candidatures. Pour un poste, je crois qu'on a 100 candidats par poste. Et on a des élections. Minimum. Voilà, on a des élections à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une masse de candidats dans ce pays aujourd'hui qui est, c'est pire que la Chine. En termes de population. 37 000 candidats pour 500 postes. Exact. Non, là, tu parles que du Parlement. Oui, mais maintenant, quand tu descends la province, les localités, quand tu descends aux communes, aux conseils communaux. Donc, en fait, tout ça crée une espèce de désordre, des bordels, entre guillemets.
Non, c'est du bon. Maintenant, la question, c'est que moi, je suis électeur. Je dois faire des recommandations de vote. Parce que, pour moi, j'ai dit le plus important, le président, on doit voter, ils sont 26. Mais il faut que la population se retrouve dans les 200 candidats de l'OCU, là, pour choisir le bon député qui va effectivement soutenir le président sans monnayer son vote à chaque Surtout, élection. ils sont beaucoup avec les photos du président derrière. Voilà. Donc, et ça crée un espèce de désordre. Qu'est-ce que la team Fachi, quelles sont les instructions de vote, qui on privilégie, quel profil, comment les citoyens, les électeurs vont se retrouver dans l'élection de tous ces niveaux-là, parce que c'est important. Et on l'a vécu avec la crise de tous les gouverneurs qui étaient démis, lendemain remis, que le président s'est plaint lui-même, pour dire qu'à un moment donné, ça devient n'importe quoi. Et ça neutralise même l'action du président, parce que le président ne va pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à la diaspora, il ne va pas aller fixer les vis dans le panneau de la route. Il faut qu'un bourgmestre le fasse, et ce bourgmestre doit être dans la même logique que le président et pas incorrompu. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place? Est-ce que vous avez une stratégie? Parce qu'il parlait de marketing politique. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est important, parce que bon, nous, on a fait les élections ici, on sait qu'on a des recommandations de vote à tous les niveaux. À la commune, tel vote pour tel, parce que c'est quelqu'un à moi qui va. Non, les recommandations de vote, elles sont claires. En tout cas, en ce qui concerne le vote pour le président, c'est le candidat numéro 20. On ne le répétera pas évidemment. C'est le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui, le candidat qui a réellement fait démarrer le Congo et pour lequel il faut voter pour lui donner un second mandat. Cela étant dit, on connaît nos institutions. Pour qu'il puisse travailler et qu'il puisse vraiment mettre en place, mettre en pratique sa vision, il faut qu'il ait une majorité au Parlement. Donc, de ce point de vue-là, on veut qu'il soit aidé par une majorité. Et voilà pourquoi il y a une coalition autour de lui. On l'appelle l'Union sacrée, autour de l'Union sacrée. Et puis, il y a aussi des alliés, des alliés au président, des gens qui ne sont peut-être pas dans l'Union sacrée, mais qui accompagnent sa vision. Donc, je pense que chaque électeur doit avoir ce discernement-là. Ce que font les instances politiques, c'est de pousser non seulement la candidature du président, mais de pousser aussi la candidature de ceux qui, officiellement, comme on a dit, parce qu'ils font partie de l'Union sacrée ou des alliés, accompagnent cette vision-là. Et vous en faites pas. C'est vrai que de loin, on a un peu l'impression, quand vous regardez ça d'ici, vous avez l'impression que tout est, comment je veux dire, phagocyté, ou en tout cas... non, pas ça. Je pense qu'il y a peut-être une cacophonie, mais on ne voit que l'élection présidentielle. C'est vraiment les grands acteurs. C'est normal. Les gens préfèrent s'identifier là où ils doivent choisir entre 26 personnes qu'entre 37 000 personnes. C'est compliqué. Donc, il faut voir d'abord l'élection présidentielle, parce que c'est au président qu'il faut donner, comme on dit, l'impérium. Et puis, à côté de ça, sur le terrain, en tout cas, moi, je le vois quand on est à Kinshasa et quand on va en province, ceux qui sont candidats, par exemple, à la députation nationale, ils sont connus de leurs électeurs. Et les électeurs savent que non, tel monsieur, telle madame, elle est plutôt pro-Fachi ou elle est anti-Fachi. Ou bien tel, c'est les ralliés de la dernière heure. Vous voyez, les ralliés de la 25e heure. Parce que donc, tout le monde est pro-Fachi maintenant. Voilà, il y en a, comme vous dites, ils n'ont jamais défendu la vision du chef, ou ils ont même combattu le chef, mais pour l'élection, ils mettent la photo de Fachi derrière pour se dire, on va... Mais vous en faites pas. J'allais en parler dans une de mes questions. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux électeurs, et puis ça se passe au niveau, comme on dit, local. Dans chaque circonscription, dans chaque ville, les gens sont là et ils savent qui est qui. Ils savent à qui ils doivent faire confiance. Et je pense d'ailleurs qu'on aura des surprises là-dessus. Il y aura sans doute un renouvellement qui va se faire. Parce que les gens ont bien compris une chose. Et ça, on l'entend aussi. Quand on fait la campagne, les gens disent, non, Fachi, en tout cas, on lui fait confiance. Il a avancé le pays, il a une bonne vision, il a fait des actions, mais on veut qu'en tout cas, autour de lui, on change les gens. Parce que des gens ne l'ont pas toujours accompagné. On veut un nouveau Parlement. Donc il y aura sans doute des surprises, mais ça, comme on dit, laissons la chance à la chance. Et laissons aux électeurs leur rationalité. Ils réfléchissent. Moi, je crois qu'il ne faut pas prendre les électeurs pour des idiots. Loin de là. Ils réfléchissent, ils savent comment ils votent, ils savent pour qui ils votent. Et même ceux qui racontent, non, le vote est sur base ethnique, ce n'est pas vrai. Il y a peut-être parfois des accointances, mais les gens savent quand même regarder en disant... Ça, c'est quelqu'un de crédible. Ça, c'est quelqu'un d'honnête. Ça, c'est quelqu'un qui va faire son travail. Donc, laissons les choses le faire. Après, il y a le niveau provincial, effectivement.
il faut voter les députés provinciaux qui éliront en seconde partie, enfin, les gouverneurs, les conseillers communaux aussi. C'est ça la démocratie. Ça fait beaucoup comment dire, de cacophonie en quelque sorte, mais c'est ça la démocratie. On espère que de là va sortir